Comment est-ce que je pourrais importer des petites motos en France? Comment est-ce que je pourrais importer une voiture, tu vois, de Chine vers la France, des choses comme ça? J'ai vu des gens qui passaient 2 ans sur leur dossier d'importation. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ça aille plus vite et pour qu'il n'y ait pas trop de mauvaises surprises? Comment ça se passe? Quel papier exactement il faut à ce moment-là? Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve encore une fois avec Théo qu'on avait eu il y a quelques temps. Pas si longtemps que ça d'ailleurs. C'est vrai. Et, bonjour à tous. Bonjour à tous. Et eh bien Théo, la dernière fois on l'avait vu, effectivement, il avait lancé son propre business d'import-export avec un 688. D'ailleurs, il avait aussi rejoint la communauté des insiders. Vous avez tous les liens dans la description. Petit moment pub, voilà, tranquille, on se fait plaisir. Et depuis, il a lancé sa propre société d'import-export de voitures. Il s'est spécialisé, il s'est niché dans tout ce qui est import-export de voitures et la société ici, donc qui travaille avec la Thaïlande notamment, la France, Dubaï, d'autres endroits aussi. J'ai eu des demandes pour la Nouvelle-Zélande, pour l'Angleterre et aussi les États-Unis vu qu'on a signé un accord récemment avec un co-client aux États-Unis. Et ça part sur les chapeaux de roue. Et c'est vrai, oui là ça part vraiment pas mal, ouais. Jeu de mots. Nul. Je viens de noter. Et donc bah vas-y, raconte-nous un petit peu tout ça parce que toi t'as quand même de l'expérience aussi en tant que pilote karting Formule 4, peut-être Formule 3 aussi. Non, Formule 3 non, je me suis resté à la Formule 4. Et c'est d'ailleurs comme ça en fait que j'ai commencé à importer des véhicules notamment en Thaïlande. J'étais sur mon circuit d'entraînement, donc à Pattaya en train de faire des tours de karting quand il y a une personne, un Français qui m'a vu tourner, qui m'a trouvé plutôt bon. Et au fil de la discussion, bah il m'a invité à son usine qui est à Pattaya et au fil de la discussion, bah il m'a proposé de m'occuper de la logistique de son entreprise. Ce qui, lui, donc, c'est une équipe de course, principalement. Donc, il y a pas que l'aspect course, il y a aussi l'aspect machinerie, CNC, etc. Il y a un peu de tout. Mais globalement, on a discuté et c'est moi qui m'occupe maintenant de l'import et de l'export des véhicules pour l'entreprise. Et ben, ça tombe bien parce que moi, sur ma chaîne, moi, je suis plutôt, tu vois, spécialisé dans ce qui est export depuis la Chine. Voilà, je fais beaucoup de cadeaux d'affaires, de babioles, des plaids, des tupperwares, des choses comme ça. Mais j'ai souvent des demandes pour tout ce qui est véhicule. On me dit, Cédric, comment est-ce que je pourrais importer des petites motos en France? Comment est-ce que je pourrais importer une voiture, tu vois, de Chine vers la France, des choses comme ça. Et donc, c'est quelque chose que toi, tu touches et que tu comprends. Donc, je me suis dit, l'occasion est parfaite. J'ai beaucoup de demandes. Tu as une offre super à proposer. Tu as même créé maintenant une masterclass sur tout ce qui est import-export de véhicules que vous aurez dans la description aussi. Et du coup, est-ce que tu pourrais répondre à quelques questions, voilà, les questions les plus courantes pour des personnes qui voudraient acheter un véhicule en Thaïlande, acheter un véhicule en Chine et l'importer en France, voire exporter aussi. J'ai beaucoup de gens qui me demandent comment exporter de la France vers l'Afrique, notamment des véhicules. Moi, je sais que ma Prius, à l'époque, elle a été exportée vers l'Afrique aussi. La dernière fois, quand j'étais à Marne-la-Vallée, dans la petite villa, là-bas, j'avais loué une voiture aussi sur Wicar, je crois que ça s'appelle. C'est ça, oui, Wicar. Oui. Et le proprio de la voiture, il a acheté ses MG, qui est une marque qui est possédée maintenant par une entreprise chinoise. Il les achetait en Chine. Et les importer en France aussi. Donc voilà. Est-ce que tu pourrais maintenant, maintenant qu'on a fait toutes les présentations et tout, et j'ai raconté ma vie, nous expliquer un petit peu comment ça marche l'import-export de voitures, à quoi il faut faire attention, etc. Que ça soit, voilà, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait structurer ça, mais peut-être Thaïlande, Chine, France, Afrique, je sais pas, tu vois un petit peu comment présenter un petit peu, surtout les grosses problématiques, à quoi il faut faire attention, parce que j'ai vu des gens qui passaient 2 ans sur leur dossier d'importation. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ça aille plus vite et pour qu'il n'y ait pas trop de mauvaises surprises? Oui, bah carrément. Il y a plusieurs choses qu'il faut faire attention, notamment déjà d'où vient le véhicule. Il faut savoir que les véhicules qui viennent des États-Unis n'ont pas les mêmes normes que les véhicules qui viennent par exemple d'Europe. Donc au moment où vous importez un véhicule par exemple des États-Unis, il y aura énormément de choses à changer sur la voiture, que ce soit la couleur des clignotants, que ce soit énormément de choses qui peuvent prendre déjà pas mal de temps, pas mal d'argent, et puis c'est souvent très très casse-tête en vrai. Après, il y a plusieurs choses à regarder, c'est surtout au niveau des taxes d'importation. Au niveau de la qualité des véhicules, c'est sûr que si on achète dans un pays qui est réputé pour les accidents comme la Thaïlande, on va se retrouver avec une voiture qui aura pas mal de défauts de base. Et voilà. Moi, ce que je conseille principalement en pays, c'est surtout le Japon qui est intéressant pour importer les véhicules. D'une part, parce qu'il y a un contrôle technique assez régulier. Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder, c'est le contrôle technique. Et les voitures, du coup, sont d'assez bonne qualité et sont pas très chères à l'achat. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est à la rouille. Ce sont dans beaucoup de pays comme le Japon, comme la Thaïlande, sont des pays humides. Donc, c'est quelque chose, même si le vendeur vous certifie qu'il n'y a pas de problème, c'est toujours bien de vérifier, de faire un check-up et voilà. Après, la chose qui peut être assez déterminante aussi, si par exemple vous habitez en Thaïlande, les taxes d'importation peuvent être super élevées, surtout sur les véhicules neufs. Ça peut aller de l'ordre jusqu'à x3. En Chine, c'est pareil. Surtout les véhicules de luxe. Oui. J'ai un pote qui a acheté une Bentley Continental GT, je sais pas quoi, là. Oui, c'est ça. À l'achat, je crois qu'elle était à 200 000 euros, mais lui, il a payé à peu près 580 000 euros. Ouais, c'est ça. Il y a des véhicules ici qui, full option, sont le prix d'une entrée, des véhicules d'entrée de gamme en Thaïlande qui sont le prix d'un full option dans les autres pays. D'ailleurs, subtilité, je sais pas comment c'est en Thaïlande.
Et après, on revient sur ton sujet, mais je sais qu'en Chine, si tu achètes un modèle qui n'existe pas en Chine, par contre, tu as les taxes qui sont très basses. Même par exemple, nous, on avait regardé pour importer une Mini Cooper, et on avait pris une config qui n'était pas disponible en Chine, et du coup, on pouvait bénéficier en fait de taxes réduites. Je sais pas si c'est pareil en Thaïlande ou si on peut profiter de choses similaires quand on est en France, par exemple, pour importer un véhicule. Et si le véhicule, il existe dans le pays, en fait, tu as des taxes qui sont plus fortes, pour éviter que les gens profitent et fassent de la mauvaise concurrence aux concessionnaires. D'accord, ça, je n'avais pas forcément entendu parler, mais c'est intéressant à noter. Moi, de ce que je sache, c'est pas forcément comme ça. Ce sera sûrement au niveau de l'homologation du véhicule sur la route, ça prendra plus de temps, il y aura plus de check-up, plus de choses à vérifier, mais sinon, je ne sais pas trop là-dessus. Par contre, une chose qu'il faudra faire attention, c'est surtout la liste des documents au moment de l'importation, au moment de la légalisation du véhicule. Ils peuvent demander pas mal de choses en fonction du pays d'où ça vient. Donc, faudra faire attention à ça. On t'apporte vers quel pays? Vers la Thaïlande ou vers la France? Dans les deux cas. Dans les deux cas, faut faire attention, d'avoir tous les papiers prêts, notamment les certificats de garantie, l'historique de la voiture, ça peut être intéressant, les certificats de conformité, tous les trucs comme ça qui sont indispensables, quoi. Alors moi, j'avais vu quand on regardait pour l'import de véhicules de la Chine vers la France, parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, j'avais fait une petite vidéo aussi là-dessus. Au final, l'import, c'était pas le plus difficile. Effectivement, le plus difficile, c'était l'homologation en France pour obtenir le droit de rouler sur la route. Je sais plus comment ça s'appelle. Comment ça se passe? À quel papier exactement il faut à ce moment-là? Alors, il y a pas mal de choses qu'il faut prévoir. Il faut déjà il y a une liste de documents que le vendeur doit vous remettre, qui est important. Il y a la facture originale d'achat du véhicule, qui doit être tamponnée et signée par le vendeur. Il y a le certificat de conformité, il y a les carnets et les rapports d'entretien, il y a le certificat de garantie qui sont indispensables. Après, en fonction du pays, par exemple, si le véhicule vient d'Allemagne, il y aura des cartes grises étrangères. Donc, ça veut dire que pour pouvoir rouler sur le territoire et la faire légaliser, il faudra d'abord passer par un quitus fiscal, je crois que ça s'appelle. C'est en gros, vous faites passer en WW la plaque. C'est une plaque provisoire et vous acquittez de la TVA, de l'import une fois arrivé en France. Ça aussi, c'est TVA. Oui. Généralement, c'est 20% de la valeur du véhicule en fonction et ça doit être réglé dans les 15 jours à la livraison du véhicule. Donc, c'est assez strict là-dessus. Ils rigolent pas. Et voilà. Après, les documents à fournir qui sont indispensables pour l'homologation, il y a la carte grise étrangère, la facture d'achat, le certificat de cession ou le contrat de vente, une pièce d'identité, ça c'est indispensable, et un justificatif de domicile récent. Après, il faut savoir que dans le cas où si le véhicule est neuf et que la TVA a été réglée auprès du vendeur, il devra rembourser la TVA après que vous avez apporté la preuve que vous l'avez bien payé en Europe, quoi. Ok. Voilà, le contrôle technique. Il faut au moins que le contrôle technique ait moins de 6 mois, quoi. S'il a plus de 4 ans, c'est pas bon, il est considéré comme obsolète. Et il faut savoir que le contrôle technique étranger est valable pour une première immatriculation seulement. Et après, il faut le refaire faire en France, quoi. Ok. Et l'homologation, en fait, ça se passe comment? Une fois que tu as tous ces papiers-là, ils te refont aussi un contrôle technique, ou c'est pire qu'un contrôle technique, une inspection du véhicule? Ils vont faire une inspection et s'assurer aussi que la voiture soit aux normes de pollution, soit aux normes de tout ce qu'il y a en Europe, qu'il n'y a pas forcément dans d'autres pays. Au niveau des couleurs des clignotants, comme j'avais parlé pour certains. Après, il y a la conduite, qu'elle soit à droite ou à gauche, ça en soi, ça dérange pas. Ce sera plutôt pour la personne qui conduit. C'est pas pratique. Voilà, c'est pas forcément le plus pratique, mais il y en a qui y arrivent. Mais globalement, effectivement, ouais, quand tu importes un véhicule de Thaïlande vers la France, tu auras la conduite à droite. Oui. C'est vrai, il faut y penser, ça. En Chine, ça va. Au Japon, je sais pas. Ils conduisent de quel côté au Japon? Au Japon, pareil à droite, comme en Asie. D'accord. Comme en Asie, mais en Chine, on conduit à gauche. Oui, mais dans la plupart des pays, c'est à droite, des pays en Asie. Comme en fait, la plupart des pays asiatiques, ils ont reçu des voitures anglaises en premier véhicule, ils ont adapté les routes pour la conduite à droite, donc c'est fait comme ça, quoi. Intéressant. Et toute cette liste de points auxquels il faut faire attention au niveau de l'homologation, tout ce qu'ils vont vérifier au niveau de l'inspection, ça, tu l'as mis dans ta masterclass? Ça, je l'ai dans ma masterclass, oui. Après, c'est très technique, ça va dépendre aussi de pas mal de quel pays ça vient. Comme quand j'en ai parlé, les USA, ce sera forcément plus strict que l'Allemagne. Mais oui, ça, il y a tout dedans. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'on pourrait évoquer d'autre? Parce qu'après, on va faire toute une série de petites vidéos spécifiques sur chaque point, voir si les gens ont des questions aussi, tout simplement, et puis qu'ils laisseront dans les commentaires. Ça pourra faire aussi une série de vidéos. Ah bah oui, carrément. Mais là, c'est vraiment une petite vidéo d'introduction. Et puis moi, je jette mes questions aussi, ce qui me passe par la tête. Puis ensuite, on m'a souvent demandé dans quel pays du coup importer. J'avais commencé à en parler au début, mais j'ai parlé que du Japon. Le Japon est intéressant du coup parce que les contrôles techniques sont réguliers, les voitures sont bien entretenues, et les prix sont bas.
Ça, c'est vrai que à l'achat, les prix sont quand même plus bas que les autres. Mais oui, il y a les problèmes de rouille où il faut faire attention. Après, les États-Unis, ça peut être intéressant pour les marques américaines, mais c'est vraiment un vrai casse-tête au niveau de l'homologation. J'ai des amis qui ont mis plus de 2 ans à faire homologuer une Mustang juste parce que les clients allaient pas, les phares allaient pas, ceci, ça allait pas. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Vous avez pas la L'Allemagne, checklist. ouais. L'Allemagne, c'était intéressant pendant des années parce que les prix étaient moins chers. Puis l'avantage de l'Allemagne, c'est qu'il y a beaucoup d'Allemands qui aiment bien faire des configs un peu spéciales, notamment sur les BMW. Donc on pouvait se retrouver avec des modèles qui avaient soit des options qu'on retrouvait pas forcément en France, soit des configs un peu intéressantes qui sortent du commun. Mais ça commence à changer et ça se rééquilibre plutôt pas mal par rapport à la France, notamment au niveau des prix. Donc c'est plus forcément aussi intéressant qu'avant. Puis comme j'en avais un petit peu parlé au début, en Allemagne, ils demandent quand même des documents du style, je crois que le nom, bon, excusez mon allemand, je l'ai pas forcément pratiqué pendant longtemps. Il y a le Vollmacht, qui est une procuration pour pouvoir acheminer votre véhicule depuis le pays étranger. La carte grise étrangère, elle est divisée en deux en Allemagne. Il y a le alors je vais pas m'amuser à Fahrzeugschein ou le Tail 1, donc c'est le certificat d'immatriculation. Et il y a le Fahrzeugschein 2, qui est le certificat de non-gage. Et il faut noter quand même que dans certains pays, il y a une procédure obligatoire d'exportation, comme en Italie, avec la radiation du registre des immatriculations, et en Allemagne avec la levée des sceaux. Donc ce sont des choses qu'il faut faire très attention si ça n'a pas été fait. Et bien sûr, avoir des plaques provisoires avant de pouvoir rouler en France. Si vous roulez sans plaques, ça va pas le faire. Donc il faut vraiment attendre d'avoir soit des plaques rouges d'exportation, si ça vient d'Allemagne, ou des plaques jaunes de transit. Comment est-ce qu'on obtient une plaque d'immatriculation provisoire quand on importe un véhicule? Ça, faut faire la demande à la préfecture. Le CPI, donc c'est le certificat provisoire d'immatriculation qui s'appelle le CPI-WW. Donc l'immatriculation d'une nouvelle voiture, elle doit se faire dans le mois suivant son achat en France. Ça, c'est ou son achat à l'étranger. En attendant l'obtention de la carte grise définitive, vous devez faire une demande de certificat provisoire d'immatriculation, comme je viens d'en parler. Il est valable que 4 mois. Par contre, ça c'est important de le noter. Donc les gens qui ont des voitures qui vont prendre 1 an ou 2 pour se faire homologuer, faut faire très attention là-dessus. Et c'est ce qui vous permettra de rouler en légalité en France. Donc oui, vous pourrez rouler. Mais voilà, faut pas dépasser les délais, il faut pas jouer à garder plus de 6 mois une plaque WW parce que ça ils vont s'en rendre compte et on peut avoir des problèmes là-dessus. Donc tu l'as fait remarquer quoi. Après ça, si t'as encore des choses à faire quoi. Ouais, voilà. Après les démarches administratives auprès des autorités étrangères, il y en a plutôt pas mal, donc carte grise étrangère, certificat de non-gage, etc. Et il y a surtout le volet national de la transaction, donc l'établissement de l'immatriculation, l'obtention des assurances qui va être important. L'assurance, faire assurer le véhicule, ça c'est aussi une autre aventure. Ça aussi, c'est un bon casse-tête, les assurances. En plus, t'as pas l'assurance, tu peux pas rouler légalement non plus. Ben non. Wow. Après, il y a pas mal de coûts cachés en général au niveau des... Les coûts cachés, parlons-en. Quels sont les coûts cachés quand on importe un véhicule, par exemple, depuis le Japon, la Chine ou la Thaïlande? Alors, les coûts cachés, ça peut être déjà les arnaques. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent. Lorsque vous vous lancez dans l'importation ou l'exportation d'un véhicule, il faut quand même être conscient des risques potentiels d'arnaque, ça c'est clair. Notamment fraude à l'identité, si le vendeur vous donne une fausse identité, si l'historique a été modifié, par exemple le kilométrage de la voiture a été modifié, ça arrive très souvent. On peut le vérifier grâce à des sites, notamment Car Vertical. Ouais, en France, ouais, mais c'est En Europe. un véhicule. Non, en Europe et dans le monde, en fait, il se base sur le VIN de la voiture. Donc même en Thaïlande, demain, vous allez sur le site, vous mettez le VIN de la voiture, vous avez l'historique avec les photos, s'il y a eu un accident, combien ça a coûté, à quel endroit, il y a vraiment toutes les informations. Je mettrai un lien quand même pour la masterclass pour ceux qui veulent. C'est mieux. Il y a Istovec en France qui est gratuit, mais c'est localisé en France. Donc si vous achetez une voiture en Allemagne, vous n'aurez pas forcément les informations. Car Vertical, ça peut être pour pratiquement tout le monde, quoi, en fait. Hein. C'est très important et ça vous évite des vices cachés, quoi. J'ai eu un pote qui avait importé une Panamera d'un autre pays, je crois que c'était d'Allemagne. Il s'est retrouvé avec un train arrière d'une Mercedes, le train avant d'une BMW. Enfin, c'était un truc de fou, c'était un vrai carnage, quoi. Alors que sur le papier, elle était marquée comme non accidentée, quoi, au final. Donc après, il y a les fausses annonces de véhicules. Ça arrive souvent. Et les fausses transactions, le mec qui vous envoie l'argent puis qui annule la transaction, ça arrive aussi. Faut faire très attention. T'as tout un module sur les arnaques aussi dans la masterclass? Oui. J'ai tout un module. Ça fait peur ton truc. Pardon? Ça fait peur ton truc, mais après, ouais, c'est ça. Et même en France, hein, les arnaques, les annonces sur le Bon Coin, les trucs comme ça, tu les sens venir, mais il y en a beaucoup qui sont à voir quand même. Les douanes. Alors les douanes, ça aussi, ça va être... Oh, les douanes. Faut faire une vidéo spéciale sur les douanes. Même 2 ou 3, je dirais, parce que
entre les documents nécessaires, entre les étapes de déclaration, entre les trucs à payer, les taxes d'importation. Enfin, c'est un casse-tête juridique à la française, comme d'habitude, hein. Non, mais les douanes dans le monde entier, c'est horrible, de toute façon. Il y aura une chose où il faudra, c'est aussi le transport du véhicule. À faire attention. Vous pouvez normalement comment ça s'appelle quand on fait Procuration. Une procuration. Avec une procuration, vous pouvez faire en sorte que le transporteur s'occupe de vous acheminer la voiture pour vous et de s'occuper du coup des douanes, etc. Mais il faut faire attention aussi là-dessus. Il y a pas mal d'arnaques à ce niveau-là, notamment où ils jouent sur les prix, ils jouent sur les délais, ils jouent sur pas mal de trucs. Donc c'est vrai qu'après il y a pas mal d'arnaques, mais il faut pas avoir peur, hein. Faut savoir qu'importer un véhicule en France, ça peut vraiment être intéressant, notamment si vous recherchez des configs différentes de ce qu'on peut trouver en France, ou même des modèles différents. Il y a des marques qui vont vendre des véhicules dans certains pays qui vont pas vendre dans d'autres. Donc si vous recherchez vraiment à vous différencier de votre voisin, ou que vous cherchez vraiment quelque chose qui vous convient le mieux, vous pouvez regarder dans les autres pays. Ça c'est très intéressant. Ça vous évite aussi parfois de surpayer un véhicule, parce qu'en France il y a des taxes maintenant, surtout quand vous achetez neuf, des taxes carbone, des trucs comme ça. Vous pouvez retrouver avec des malus énormes que vous retrouverez pas forcément dans d'autres pays, donc ça peut être intéressant après avoir, parce qu'au moment de l'immatriculation et au moment de faire légaliser la voiture, ils vont dans certains cas vous faire quand même payer un petit truc. Ça c'est la France. Mais voilà, après c'est quand même ça reste intéressant de faire importer, surtout si ce sont des véhicules qu'on retrouve pas forcément en Europe, quoi. Du style Honda, Toyota, trucs comme ça peut être vraiment intéressant, quoi. Est-ce qu'il y a des grosses différences entre importer une moto et importer une voiture? Ou est-ce que c'est pareil? Ils sont moins stricts au niveau des motos. Il y a moins de régulation, notamment au niveau de la sécurité, parce qu'il y a moins d'éléments de sécurité sur une moto, donc il y a moins de différenciation entre les pays. Après, il y a certaines motos, notamment, je sais que les Harley Davidson, ça peut poser problème dans certains pays parce qu'elles font beaucoup de bruit d'origine. Elles dépassent la barre. En fait, beaucoup de pays mettent une barre à peu près à 94 décibels et la plupart des Harley sont déjà à 98 de base. Donc, tu as une chance sur deux pour que ça passe. Même Harley, ils ont déjà eu des problèmes en Thaïlande où j'ai eu des clients, enfin des amis qui roulent en Harley, qui se sont fait arrêter, qui ont voulu se faire saisir la moto alors qu'elle était d'origine. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. En Thaïlande, vérifier au pot d'échappement. Ouais. Mais après, il y en a qui abusent aussi ici, hein, quand même. Ouais, ok. Donc, en définitive, et pour conclure cette vidéo un petit peu fouillie, un petit peu globale sur tout ça, beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention. C'est pour ça que tu as fait une masterclass. Voilà, toi aussi, on fait ta pub. Et mais quand même beaucoup d'avantages qui peuvent être, donc j'en retiens deux principaux. Première chose, avoir des véhicules qui n'existent pas dans le pays dans lequel t'importes. C'est vrai que même s'ils existent, mais avec des configs différentes, ou avec des options qu'on retrouve pas forcément en France, parce qu'ils ont décidé de pas les vendre en France, ou en version limitée. Il y a pas mal de trucs comme ça qui sont intéressants. C'est ça. C'est classe aussi d'importer un véhicule. Oui, puis ça fait toujours cool de dire ma voiture vient d'Allemagne, puis à la revente, en fonction du pays, je sais qu'une voiture japonaise se revendra toujours mieux qu'une voiture allemande ou qu'une voiture parce que il y a la réputation du pays. Hein, ouais, toute une communauté. Il y a déjà une communauté des JDM, donc des Japanese Domestic Market, qui est les voitures spécialisées du marché japonais, mais aussi parce qu'il y a la réputation des Japonais. Avec le contrôle technique qui est assez régulier, avec les voitures qui sont bien entretenues, à la revente, vous perdrez moins, c'est sûr, qu'avec une voiture en France. Les bonnes voitures, les japonaises. Hein. Ah oui, puis elles sont, oui. Et donc ça, c'est le premier avantage, effectivement. En plus, les japonaises, elles sont pas trop chères, donc ouais, ça c'est pas mal. Deuxième avantage, c'est fiable, ça dure longtemps. Les pièces sont pas chères aussi. C'est ce que j'aime beaucoup, les pièces. Moi qui aime bien changer des pièces sur les voitures. Ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, il faut faire attention, c'est quand vous importez une voiture, s'assurer qu'il y ait au moins un concessionnaire ou un garage qui puisse s'occuper déjà de l'entretien de la voiture, puis surtout de l'acheminement des pièces. Parce que moi, je vois des amis ici qui ont acheté des voitures au Royaume-Uni, Aston, etc., qui se retrouvent à attendre 2 mois pour recevoir une pièce toute pourrie, enfin... Ouais, et puis la surpaye en plus au niveau des taxes, donc c'est quelque chose qu'il faut faire attention, quoi. Et donc deuxième avantage principal que je vois aussi, c'est le prix. Bah oui. Le prix, effectivement, moi quand je vois le gars qui a acheté les MG en Chine, combien il est payé, c'est très intéressant. En plus, on peut avoir sur le marché de l'occasion en Chine aussi des très bonnes voitures. C'est vrai. Moi, ma Buick que j'ai achetée en Chine, elle avait 1600 km, je l'ai payé 50% de réduction, quoi. Il y a des opportunités aussi si tu sais chercher sur les sites des occasions. En plus, c'est des occasions qui sont certifiées, etc. en Chine ou au Japon ou en Thaïlande ou n'importe quoi. Ça peut être intéressant aussi d'importer de ce côté-là pour avoir un véhicule qui est vraiment pas mal. Ouais, ça reviendra des fois moins cher avec le processus d'importation que d'acheter directement neuf en France, c'est clair. Exactement. Ouais, je trouve que je sais pas pourquoi, parce que en concessionnaire, en fait, en France, quand le véhicule il a un petit peu de kilomètres, il est à vendre quand même assez cher par rapport en Chine où il est brade, mais un truc de malade, quoi. C'est vrai, oui. Ok, écoute, on se retrouve dans les autres vidéos.
dans ce cas-là, plus pointu, point par point. On va évoquer un petit peu tout ça. Et en attendant, voilà, si ça vous intéresse, c'est que vous avez un projet, en tout cas sérieux, d'importation d'un véhicule en cours pour tout ce qui est paperasse, tout ce qui est arnaque, etc. Une petite masterclass qui est dans la description que Théo vous a préparé. Je vous laisse découvrir ça et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. À bientôt.